Salut Internet, j'ai envie pour cette rentrée de continuer à vous faire voyager, mais cette fois-ci aux frontières de l'impossible. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de monter dans la DeLorean ou dans le TARDIS, de devenir invisible, ou encore de rester éternellement jeune et beau? Eh bien, j'ai de grandes nouvelles pour vous, des scientifiques sont sur ces dossiers. Partout dans le monde, des chercheurs tentent de réaliser l'impossible, de mener à bien des projets scientifiques, futuristes, complètement dingues. Je suis d'accord, ça paraît un petit peu utopiste et c'est clairement pas pour tout de suite, mais rappelez-vous, il y a plus de 60 ans, aller sur la Lune, c'était pas vraiment envisageable. Alors que maintenant, les astronautes, ils sont vraiment partout. À la télé, dans les librairies, sur YouTube et même dans mon nouvel exemplaire de PandaCraft. On va construire des astronautes. Je ne sais pas si les parents parmi vous connaissent déjà, mais PandaCraft, notre sponsor du jour, c'est vraiment le kit éducatif que j'aurais adoré avoir étant gamin. Là, je vous ai montré l'espace, mais il y a vraiment tous les sujets que j'aime. Il y a la mythologie, les animaux, l'histoire, enfin bref, que des sujets que vous trouvez sur la chaîne. Chaque mois, votre enfant reçoit directement son kit. Dedans, il y a un magazine avec des histoires, plein de sujets à découvrir et à explorer, mais aussi, et vraiment je trouve ça génial, une activité manuelle avec tout le matériel fourni. Moi, je me suis fait un petit kiff, ce petit casque d'astronaute. Ok, de base, c'est pour les 8-12 ans, mais c'est la preuve que même pour les parents, c'est une activité ultra sympa à partager avec ses enfants. Et vraiment, il y en a pour tous les âges. Là, c'est le Makers pour les 8-12 ans, mais sinon, on a le Camino pour les 3 à 5 ans, ou encore le Explore pour les 5 à 8 ans, dans lequel il y a de quoi construire son petit astronaute en entier. Vraiment, je passais mon temps à faire des carnets de vacances quand j'étais petit. J'aurais adoré en avoir tout au long de l'année pour découvrir plein de sujets. En plus, vous n'avez rien à faire, juste à le récupérer dans votre boîte aux lettres. Pour info, les abonnements démarrent à partir de 10 €, mais évidemment, j'ai un petit code promo pour la rentrée. Doc7, tout attaché, qui vous permet de bénéficier de moins 20% sur tous les abonnements pendant un mois. Bref, comme d'habitude, je vous mets des infos complémentaires en description et je remercie encore une fois PandaCraft d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un scientifique pense avoir craqué le voyage dans le temps. Nom de Zeus! Eh oui Doc, je te le fais pas dire. Laissez-moi vous présenter Ronald Mallett, un physicien respecté de l'université du Connecticut. Cet homme, alias mon nouveau héros, s'est basé sur la théorie de la relativité d'Einstein et sur la physique quantique pour théoriser, avec son petit calcul des familles, le voyage spatio-temporel. Bon, c'est un petit peu complexe, d'accord, mais en gros, le temps et l'espace seraient une seule et même chose qu'on peut imaginer comme une ligne. Grâce à un laser en rotation, Ronald pense qu'il pourrait distordre l'espace-temps pour qu'il forme une boucle. Voilà, comme ça on pourrait se balader partout dans ce cercle. C'est un peu confus encore, on est bien d'accord. Me demandez pas plus de précision, je ne fais que simplifier ces dires. Ce bon run aurait pu se faire doubler par 2 scientifiques qui se sont carrément penchés sur l'élaboration de la machine à voyager dans le temps, capable de faire plier l'espace-temps. Ils ont nommé ça le TARDIS, Traversable Axial Retrograde Domain in Space-Time. Ce qui donne en français le domaine rétrograde traversable et non causal dans l'espace-temps, ce qui nous éclaire absolument pas sur sa signification. Faut juste retenir que c'est en l'honneur de Doctor Who. Leur machine fonctionnerait grâce à une matière pas encore détectée par l'humanité et qui serait constituée d'une masse négative capable de plier l'espace-temps. Et la machine ressemblerait à 2 boîtes avec des angles arrondis. D'après les 2 scientifiques, il y a très peu d'espoir que cette fameuse matière soit découverte un jour, donc très peu de chances qu'on arrive dans le passé à bord d'une boîte de conserve. Ah, c'est pratique ça. Moi aussi, je vais inventer un truc révolutionnaire basé sur un machin qui n'existe pas. Tiens, un haut-parleur pour arbre que tu plantes dans ton bananier pour l'écouter, qui te raconte des histoires. Par contre, désolé, faut une matière qu'on connaît pas encore qui transforme la sève en parole. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Nos ancêtres nous font miroiter l'Atlantide depuis belle lurette. On en mange à toutes les sauces. Il y a des livres, des films d'animation, des documentaires. Pas étonnant que certains aient eu envie de pousser la lubie d'une cité au milieu des flots un peu plus loin. C'est le cas de Norman Nixon, qui a carrément voulu, dès les années 90, la reproduire en vrai. Enfin, plus ou moins. En tout cas, l'idée de la cité bateau, de Freedom Ship, était né. Et il a vu les choses en grand. Le colosse devrait mesurer pas moins de 1,6 km de long. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais à côté, l'Icon of the Sea, le plus gros paquebot du monde, c'est un tout petit joueur. Ce projet démesuré devrait accueillir 50 000 résidents annuels, en plus des 30 000 visiteurs quotidiens. Et la démesure ne s'arrête pas là. Des parcs, des hôpitaux, des écoles, des bars, des casinos, installations de sport, pistes d'atterrissage, ports de plaisance, et même de quoi recycler de l'énergie et diminuer l'impact environnemental des résidents. Mais ce que je trouve fantastique avec ce projet, c'est l'itinérance de la ville. Circulant à 10 nœuds, quasiment 20 km/h, le bateau devrait faire le tour du monde en 3 ans. C'est du génie. Finalement, ta vie est presque la même. T'as ton appart, t'as tout à proximité,
invisibilité et en même temps, tu voyages dans le monde entier. Bon, le projet n'a pas encore été abandonné, mais il n'est pas encore lancé non plus. Parce que monter une ville nomade, déjà, ça demande une somme importante, 10 milliards de dollars, et ça suppose de répondre à pas mal de questions, du type, il y a un pays de rattachement, comment assurer la sécurité, où et comment le construire, qui finance tout ça, quel droit y est appliqué. Non mais c'est vrai, juste ce dernier point, ça a l'air de rien et en même temps c'est essentiel. Bon, évidemment, ils ont des éléments de réponse, mais pour l'instant, le machin est pas prêt de sortir des flots. Depuis que je suis petit, c'est le passage de Harry Potter qui m'a toujours fait rêver. Enfiler sa cape d'invisibilité et abracadabra, y'en a plus là. Eh bien, bonne nouvelle, c'est sur le point de devenir réalité. C'est vrai que tous les ans, on voit passer des articles qui nous annoncent qu'on est à ça d'avoir la cape d'invisibilité, mais là, le dernier en date sur lequel je suis tombé m'a tellement intéressé que je le partage avec vous. Avant de m'aventurer plus loin, je vous replonge dans l'angoisse des cours de physique-chimie du lycée, on est obligé, mais il faut vous rappeler quelques petites notions sur la lumière. Alors la lumière, quand tu appuies sur l'interrupteur, elle s'éteint. Nuit, jour, nuit. Certes. Mais surtout, on voit un objet et ses couleurs grâce aux longueurs d'onde de la lumière qu'il reflète. Quand vous voyez une voiture bleue, vous voyez en réalité la fréquence de lumière bleue. De la même manière, l'objet absorbe les couleurs qu'il ne reflète pas. C'est technique, hein. Mais théoriquement, pour être invisible, un objet ne doit donc ni absorber, ni refléter la lumière, mais simplement la laisser passer. Il ne doit donc pas exister finalement. Des chercheurs ont proposé de recouvrir l'objet de métamatériaux, comprenez des matériaux artificiels, pour concentrer toutes les longueurs d'onde en un seul point. En gros, courber la lumière autour de l'objet pour le rendre invisible. Les gars sont à ça de créer une cape d'invisibilité. C'est incroyable. Mais il y a encore mieux. L'INRS de Montréal a décidé de, non pas courber la lumière, mais de la modifier grâce à des filtres, avant et après avoir atteint l'objet, pour le rendre littéralement invisible. J'aurais bien voulu voir ça, mais par principe c'est invisible, donc je vais me contenter de schéma. L'homme est mortel. Le constat est dur, je sais, mais ça n'a pas empêché nos ancêtres de continuer à chercher un moyen d'inverser le sablier, de trouver le famoso élixir des Jouvence, la pierre philosophale finalement, comme notre bon vieux Nicolas Flamel, mais en vain, clairement, on le saurait sinon. Heureusement, de nos jours, l'humanité n'a toujours pas lâché le morceau. C'est le cas de Calico, une branche de Google créée en 2013 qui a réuni des scientifiques en leur disant grosso modo, les gars, on vous lâche du blé comme ça, vous discutez, vous nous trouvez des solutions et vous endiguez le vieillissement. Plus récemment, c'est Altoslab qui est sorti des entrailles de la Silicon Valley pour se lancer corps et âme dans cette course contre la montre, comme Google, à la différence près que leur projet est un petit peu plus précis, régénérer les cellules pour stopper le vieillissement. Mis à part le côté très utopique ou dystopique, ça dépend du point de vue de la chose, ces recherches vont surtout permettre dans un premier temps d'endiguer les maladies neurodégénératives, comme Parkinson, ou encore des maladies comme le cancer. Et c'est pas tout, il y a également des recherches sur les handicaps et sur le traitement des blessures. Avec de telles promesses, l'entreprise financée par plus de 3 milliards de dollars n'a pas recruté n'importe quel chercheur. Je veux dire, ils ont par exemple un prix Nobel en la personne de Shinya Yamanaka, qui s'est distingué en 2012 pour ses études sur la reprogrammation de cellules adultes en cellules souches, évidemment. Enfin bref, les Avengers de la recherche médicale sont peut-être sur le point de changer le cours de l'histoire humaine. J'en fais des caisses, certes, mais c'est pour cacher ma déception. Les études n'en sont qu'à leur balbutiement. Voilà, j'ai 32 ans les gars, si vous pouviez accélérer un tout petit peu. Cet homme en petit costard et nœud papillon, c'est Richard Buckminster Fuller. C'était un architecte, inventeur et designer avant-gardiste du milieu du XXe siècle. Dans les années 1960, il a publié un projet scientifique fou, capable de répondre à des problèmes que rencontrent encore nos sociétés actuelles. Vous allez voir, même pour nous en 2023, ça semble assez radical, mettre un dôme géodésique de 3,2 km de diamètre en plein milieu de Manhattan. Pour ceux qui savent pas, un dôme géodésique, c'est ça, c'est cette sorte de sphère construite avec des treillis qu'on croise parfois, comme le dôme de Nagoya au Japon ou la Géode dans la Cité des Sciences à Paris. Ça me paraît un peu loufoque, même si visiblement le dôme serait ultra efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Il contiendrait la chaleur à tel point que les éclairages à eux seuls seraient capables de chauffer la sphère et ses habitants. Ça représente une réduction de 20% des dépenses énergétiques et de 80% des pertes énergétiques. Sans compter que la structure permettrait, d'après son inventeur, d'assurer the American way of life, coûte que coûte. Le dôme récupérerait les pluies de manière à ce qu'elles soient utilisées pour entretenir les belles pelouses vertes de New York, évidemment. Après, je sais pas si Buckminster s'est beaucoup baladé à New York, parce qu'à part Central Park,
Bon, l'herbe, c'est pas ce qui me vient forcément en premier quand je pense à la ville. Non, franchement, il avait de l'idée, le gars, et ça m'étonnerait pas qu'un jour, ce drôle de champignon sorte de terre, peut-être pas à New York, mais quelque part sur Terre, quitte à rappeler une certaine série à pas mal d'entre nous. Une petite liaison ferroviaire qui relierait la Chine aux États-Unis, le tout passant par la Russie et le Canada. Assez surprenant quand on connaît l'amour que se portent ces grandes puissances. Et pourtant, c'est un vrai projet qui a vu le jour en 2014 du côté chinois. Je fais le surpris, mais si on s'intéresse un petit peu à la Chine, c'est pas si étonnant que ça que le sujet ait été mis sur la table. Déjà, faut savoir que le pays possède le plus vaste réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, qui est accessoirement en expansion constante. Le parcours sino-américain ferait plus de 13 000 km de long, avec une partie sous-marine, juste ici, au niveau du détroit de Bering, grâce à un tunnel assez comparable à celui sous la Manche. Avec une vitesse moyenne de 350 km/h, il faudrait ainsi 2 jours pour relier Pékin à Los Angeles. Un moyen pour l'Empire du Milieu de booster tourisme, commerce et économie, moyennant tout de même plus de 170 milliards d'euros pour la construction. Je sais pas vous, mais ça me donne un peu des vibes à la Snowpiercer. Comme je le mentionnais au début de ce fait, c'est pas gagné pour que ce train voie le jour. Le Canada et les États-Unis ont pas l'air d'être plus emballés que ça par l'idée, pour plein de raisons, et notamment la technologie. Si le réseau ferroviaire chinois est sur les rails, celui américain est complètement à la ramasse et pas trop dans les priorités du pays fédéral. Pour tout vous dire, ils ont même pas un équivalent du TGV. Bref, on n'est pas encore prêt de voir un train relier ces grandes puissances. Pour notre dernier stop dans le futur, je vous propose de vous arrêter en 2030. Ça paraît pas si loin, et pourtant, le Japon est déjà dans une autre dimension. Voici donc la pyramide de Shimizu, un édifice dont les travaux devraient débuter dans la baie de Tokyo d'ici 2030 et qui va vous plonger en plein milieu de vos films de science-fiction favoris. Les chiffres qui vont suivre sont complètement fous. Elle devrait mesurer près de 2 km de haut. C'est 2,4 fois le Burj Khalifa à Dubaï. Ils veulent clairement créer une ville dans la ville, avec des écoles, des commerces, transports, hôpitaux, parcs, etc. Le tout desservi par des sortes de tubes communicants et des hubs en forme de boule de Noël. Je pense que même avec des chiffres, on a du mal à imaginer le mastodonte que ça va être. Au minimum 750 000 habitants, répartis dans 2 douzaines d'immeubles de 80 étages. Tenez, pour être un peu plus concret, vous voyez la pyramide de Khéops? On pourra en mettre 55 dedans. 55! Pour que cette cité soit viable, il fallait trouver un matériau moins lourd que le béton qui provoquerait l'effondrement de Shimizu sous son propre poids. Ils ont donc opté pour des nanotubes de carbone bien plus légers. Des recherches sont également menées pour que la pyramide soit énergétiquement autonome et la plus respectueuse de l'environnement possible. Vraiment, le moindre détail doit être étudié. Ils ont même anticipé les catastrophes naturelles en rendant l'architecture résistante aux tsunamis et aux séismes. Et heureusement, parce qu'au moindre coup de vent, ça doit tanguer à 2 km de haut. Ils estiment qu'elle serait prête à fonctionner d'ici le siècle prochain. C'est pourquoi, messieurs dames les chercheurs sur la longévité, je vous prierai de bien vouloir accélérer la cadence, que je vois ça de mes propres yeux. Merci beaucoup. Retour en 2023, messieurs dames. Bon, clairement, on est encore loin de voir certains de ces projets se réaliser. Dites-moi en commentaire le projet que vous voudriez le plus voir se réaliser. J'avoue que la pyramide moderne de 2 km de haut, elle me fascine. Je remercie encore une fois PandaCraft d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, toutes les informations et le code promo sont en description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet, c'est tout pour moi. C'était Doc7. Ciao, bonsoir.